L'amitié à l'âge adulte, c'est le thème qu'aborde Karine Côté-Andrietti dans son nouveau livre Port d'attache. L'amitié est, selon elle, d'une importance majeure et nous devrions y consacrer plus de temps et d'attention. Aujourd'hui, comme je le nomme souvent, la petite enfance dure toute la vie. Alors, nous avons fait ensemble toutes sortes de liens et d'ancrage avec l'enfance. Bienvenue dans La nature de l'enfance. Salut Karine! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci d'être là ce matin. Un très grand plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir te recevoir. Je me sens toujours super choyée. Puis, ce matin, je vais te présenter tranquillement. Karine, tu es une professeure au collégial. Tu as une maîtrise en éducation aussi, ce qui fait qu'on a eu beaucoup de sujets de conversation communs. Tu es journaliste pigiste. Tu es maman de trois enfants. Et maintenant, tu es autrice, on peut dire les deux. J'aime ça, tu disais toi-même, je suis pas une seule affaire, je suis au pluriel, je suis pluriel. Je trouve ça bien beau parce qu'il n'y a pas une seule de ces choses-là qui te définit en soi. Puis dans ton livre, tu le nommes que tu te sens mieux et que tu es plus entière depuis qu'on t'appelle maman, qu'il y a quelqu'un sur la terre qui t'appelle maman. Ouais. Puis ça a vraiment changé ta perspective sur beaucoup de choses et ça a été une grande influence pour ton livre. Puis c'est un sujet, ton livre Port d'attache, Osons révolutionner nos amitiés. Il est magnifique, là, premièrement. Moi, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Je l'ai annoté pour ceux qui regardent la vidéo. C'est si beau à voir, touchant, wow! Il y a tellement beaucoup de choses incroyablement pertinentes. Je le suggère à tous, vraiment. Et c'est un sujet comme adulte. Tu parles de l'amitié à l'âge adulte, mais je le nomme souvent, la petite enfance, ça dure toute la vie. Et il y a toujours des liens ou des points d'attache qui peuvent être faits avec l'enfance. Puis toi et moi, on échange vraiment souvent. On aurait pu aborder mille et une choses. Fait que j'avais juste envie de jaser avec toi puis de laisser de la place à tout ça, à tous ces liens-là qui peuvent être faits entre ce que tu nous as apporté sur le thème de l'amitié puis tout ce qu'il y a comme lien à faire avec l'enfance. Alors, une des premières choses que tu mets beaucoup de l'avant dans ton livre, c'est le thème de la résonance. Ouais. Puis je pense qu'on va commencer avec ça. Oui, c'est un très bon point de départ. Là, je vais le résumer très grossièrement, mais il faut savoir que la résonance est un concept du philosophe Armut Rosa, qui a écrit 3 livres, dont un vraiment qui parle de la résonance. Donc, ça sera pas super complet. Mais en gros, une des définitions de la vulnérabilité que j'aime beaucoup, c'est la capacité de se laisser transformer par son environnement ou les personnes qui nous entourent. OK. Puis la résonance, c'est un peu ça. C'est un état dans lequel on se trouve, une posture où est-ce qu'on est ouvert, une vulnérabilité vraiment entière, où est-ce que là, on est, OK, là, je suis prêt à me laisser transformer par le monde, par les gens que je rencontre. Je suis prêt aussi à transformer les autres. C'est une espèce d'échange qui se produit. Donc, cette espèce de vulnérabilité-là à l'état pur, qui est complètement à l'opposé du contrôle ou de la logique de maîtrise qui est très présente dans la société. J'ai très présente, là, ça va de la culture du diète, que ça va à l'espèce de logique de maîtrise des savoirs qu'on a à l'école. Moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris à maîtriser des savoirs, à démontrer que j'avais raison, à argumenter, à même convaincre une personne, beaucoup plus qu'on a mis l'emphase sur l'écoute ou la curiosité de l'autre pour comprendre, etc. Donc, on voit que déjà très tôt, il y a une espèce de logique de maîtrise, de contrôle qui est là, de compétition aussi. Donc, la vulnérabilité, pour moi, c'est vraiment le contraire de cette logique-là de contrôle qui est très, très présente dans la société. Puis, Armut Rosa, dans le fond, ce principe-là a émergé en réaction à l'accélération du monde. Okay. Que ça va vraiment très, très vite. On est à une époque quand même où on est à quelques milliards près de pouvoir aller dans l'espace. Une petite recherche sur Google, d'avoir accès à une infinité de savoirs. On peut consommer pas mal tout ce qu'on veut quand qu'on le veut, tellement qu'on le digère super vite.
on prend pas le temps d'apprécier, c'est digéré super rapidement, puis on passe à la prochaine chose. Puis il y a une espèce d'instantanéité auquel qu'on pense qu'on a droit constamment. Je veux les choses tout de suite. Si bien que la résonance, Rosa explique que c'est une ressource qui n'est pas disponible sur demande, mais les gens essaient d'être en état de résonance. Par exemple, de se dire, je vais aller faire une retraite de yoga un week-end, puis je vais revenir, transformer vraiment mieux. Non, ça se passe pas comme ça. On veut planifier notre état de résonance. C'est ça. Ce week-end-là, ça va être ça. On veut vraiment planifier pouvoir être en état de s'extasier, de s'émerveiller, de se laisser transformer, d'être en communion avec notre environnement, avec les autres, mais ça n'arrive pas. Il y a des choses qui font en sorte qu'on peut être dans cet état-là. Puis quand le monde va si vite, qu'on est essoufflé, puis qu'il y a vraiment une multitude de contenus, de consommation qui est là, on ne peut pas atteindre cet état-là sur demande. Et pourtant, les gens essaient. Là, on se rend compte justement qu'on peut peut-être pas tout avoir. Puis la résonance, pour être claire, je parlais de retraite de yoga, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Là. Ça peut être regarder la pleine lune, puis vraiment vivre quelque chose. Ça peut être lire un livre qui va changer notre vie pour la première fois. Ça peut être entendre une chanson. Puis ce qui est intéressant, justement, c'est que tu peux entendre une chanson puis vivre vraiment un état de résonance, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe en toi, que tu reçois quelque chose, qu'il y a une émotion, ça bouge en toi, il y a une énergie qui circule. Puis ensuite, tu vas réécouter cette chanson-là, tu pourrais la réécouter 50 fois, puis ça réarrivera pas. Fait que c'est vraiment comment atteindre cette posture-là, selon Ahmed Rosa, aussi où est-ce qu'on peut être en état de résonance. Tout à l'heure, tu disais que... la notion de privilège, qu'on va revenir après. Mais moi, quand j'ai lu pour la première fois sur la résonance, quand une de mes amies m'en a parlé, immédiatement, j'ai pensé à mes enfants. Pour moi, il y a quelque chose, quand on est enfant, on est en état de résonance instinctivement, tellement curieux, une soif d'apprendre, de se laisser transformer. On sait pas encore que le monde peut nous faire mal. On sait pas encore que ça peut être laid. Et on est juste comme tellement ouvert à tout. Puis cette espèce, on absorbe tellement de choses, puis on est vraiment, tu sais, quand la relation évidemment est saine, etc., on est vraiment ouvert à se laisser transformer. Puis il y a quelque chose aussi dans le... Moi, rapidement, quand une de mes amies, en fait, elle a un doctorat en philosophie, là, puis elle aborde ça et tout ça, mais moi, rapidement, j'ai fait comme, c'est comme le jeu. C'est comme le jeu pur. Puis c'est vraiment ça, on dirait. Tu sais, pour moi, jouer, il y a quelque chose qui est faire les choses sans les performer, sans vouloir être bon, les faire juste pour voir ce que ça donne. Ben, le jeu véritable, c'est ça. Exactement. Le sans-objectif est hyper important. Ouais, pour moi, la résonance aussi, il y avait vraiment une partie que c'était de jouer, de vraiment faire les choses pour aborder s'exprimer, aborder la vie, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment intimement lié à travers ça. Puis, c'est une posture que, avec la notion de privilège en vieillissant, etc., tu sais, évidemment, on n'est pas capable d'atteindre cette posture-là constamment. Puis, pour moi, ça devient rapidement politique, tu sais, parce que ça revient pas de nous, là. Il y a certains... Quand que je parle de privilège, est-ce qu'on a les outils, les ressources pour être dans cet état de résonance-là? Non. Tu sais, moi, en tant que personne blanche, cisgenre, par exemple, qui marche sur la rue, un soir de pleine lune, je peux vraiment m'émerveiller de comment c'est beau, beaucoup plus qu'une personne qui va vivre des oppressions au quotidien puis qui est constamment en état d'hypervigilance, par exemple. Ouais. Bien, on peut refaire le lien avec le jeu aussi, tu sais, comme ce que tu viens de nommer là exactement, c'est la sécurité émotionnelle, c'est le fait de pouvoir se poser, de se sentir en sécurité. Pour qu'un enfant ait accès au jeu, il faut qu'il se sente en sécurité émotionnelle aussi, qu'il puisse savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère le reste de sa vie pour pouvoir se laisser aller complètement sans autre préoccupation. Ben, l'adulte que tu viens de nommer là, il n'a pas ce sentiment-là de pouvoir se poser pour apprécier la lune, là. Tu sais, il y a comme trop d'autres préoccupations aussi. Là. Exactement. Quand on est pressurisé, puis on est dans une société qui nous pressurise beaucoup. Tu sais, j'en parle au début de mon livre quand je parle qu'on n'est pas tous égaux, égales devant la chance de créer, d'entretenir des amitiés à l'âge adulte. C'est une personne qui est en situation socio-économique précaire, n'a pas l'espace, les ressources, le temps, les sous pour entretenir des amitiés nécessairement. Une personne qui vit avec un trouble de santé mentale, un handicap physique, une neurodivergence, une personne aussi qui va porter sur les épaules le poids de traumatisme historique, par exemple, qui va affecter justement son style d'attachement, la confiance, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont venir affecter notre capacité à être en état de résonance. Puis pour moi, c'est un peu mon mot fort du livre, la vulnérabilité. Pour moi, pour vraiment entretenir et créer des relations, il faut être in touch avec sa vulnérabilité. Puis on peut pas sinon entrer en relation avec les autres de façon signifiante si on n'a pas cette capacité-là d'être en état de vulnérabilité. Tu sais. Ouais. Absolument. Puis on perd ça beaucoup, je pense, en vieillissant pour plein de raisons.
Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on la perd? Puis même, tu sais, je t'écoutais parler, puis notre société qui nous pressurise, puis tout ça, puis le lien avec le jeu, mais on est en train d'essayer de revaloriser le jeu parce que même pour nos enfants, on le perd, puis il faut qu'on se batte un peu pour aller dire « Hey là, tu sais, laissez-leur le temps ». Est-ce que tu penses qu'on pressurise déjà un peu trop nos enfants, qu'on est en train de leur enlever cette opportunité-là d'être dans la résonance assez longtemps ou plus longtemps? Ou, c'est mon opinion juste de maman. Oui, parce que moi, je suis pas spécialiste de ça, mais oui, moi, j'ai l'impression, puis c'est quelque chose que je mets vraiment de l'avant chez moi, tu sais. Cette espèce de le temps d'être des enfants. Puis c'est parce que même moi, je réalise, moi, à chaque début d'année, j'ai un mot fort. Puis je veux que ça guide mon année. Puis ça fait 2 ans que mon mot fort, c'est jouer. Parce que la première fois, ça m'a tellement bien servi. Moi, j'étais vraiment dans une anxiété de performance. J'étais, est-ce que je peux monétiser mes passions? Est-ce que je peux produire plus? Comment que je peux performer? J'osais pas nécessairement faire quelque chose dans lequel je savais pas que j'allais performer. Puis il faut dire que, tu sais, moi, ma passion, qui est l'écriture, est aussi mon métier. Fait que les limites sont très floues. Souvent, j'arrivais à la fin de la journée, j'avais plus envie d'écrire pour le plaisir ou je voyais pas l'intérêt de le faire. Tu sais, on oublie que rien faire est productif. Puis je trouve que cette pensée-là, rien faire est productif, moi, je l'ai compris dans le jeu. Okay. Quand je me suis vraiment mis à lire sur le jeu, qu'un enfant doit s'ennuyer un peu pour qu'il émerge vraiment ses capacités créatives, puis tout ça, je l'ai vraiment compris à quel point c'était productif aussi, des fois, de rien faire. Puis pourtant, moi, dans ma vie créative, je dois le faire. Ces périodes-là de procrastination, à fixer le vide, à me promener, à avoir le syndrome de la page blanche, sont nécessaires. Il y a tellement de choses qui se passent en moi avant que j'écrive un mot, que j'écrive une phrase, tu sais. Mais je ressentais tout le temps une espèce d'urgence d'être dans l'action, constamment. Puis j'ai comme réalisé qu'on peut aussi être dans l'action en ne performant pas. Oui, c'est ça qui était super intéressant. Donc, moi-même, je l'ai remis au centre de ma vie un peu. Puis je l'ai beaucoup vécu avec les relations aussi. D'oser plus. Tu sais, on est beaucoup des fois, on manque tellement de temps pour voir nos amis qu'on n'ose pas vraiment s'en faire d'autres ou faire d'autres rencontres en disant, je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà. Mais non, tu sais, pour moi, ça allait là. Ose aller vers les gens, tu sais. Va faire des activités que tu aimes, tu sais, va sur place, faire des rencontres, essaie de mettre ça au cœur de ta vie. Fait que ça allait vraiment dans plein de sphères de ma vie, le jeu. Puis c'est vraiment quand que je me suis mise à m'intéresser au jeu pour les enfants que moi, j'ai vraiment réalisé une grande... la place que le jeu pouvait prendre dans ma vie d'adulte aussi. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est super important de leur laisser cet espace-là. Et tu vois, mon fils vient d'entrer en maternelle. Je confie que je ne sais pas s'il va continuer son parcours scolaire parce que, entre autres, je n'aime pas beaucoup très tôt la logique de compétition qui s'installe. Absolument. La comparaison est comme inévitable dans un milieu comme ça où les enfants ont tous le même âge. Ils finissent par se comparer, il y a l'instinct aussi, l'instinct alpha d'indépendance, de dépendant, là, qui finit par... Ils vont vouloir montrer leur force, s'affronter un peu. C'est instinctif, tu sais, donc... Oui, vraiment. Puis c'est une des choses que je dis le plus. Là. Je fais « Oh mon Dieu, ça me fait de la peine. » Puis non seulement il verbalise beaucoup qu'il manque de temps pour jouer, mais en plus, il va faire des choses dans l'espace de finir le premier ou parce qu'il va recevoir un méritage. Puis évidemment que... Moi, j'ai une admiration profonde pour les enseignantes. Je trouve vraiment que c'est un métier important, mais j'ai de la misère avec ça si jeune qui veulent faire un jeu tu sais, pas pour le plaisir d'apprendre puis de jouer, mais parce qu'à la fin, il y a une récompense. Il y a vraiment quelque chose pour moi qui comme va à l'encontre du jeu véritable, puis de c'est censé être quoi l'enfance, puis surtout c'est quoi l'apprentissage, tu sais. Comment qu'on peut apprendre de façon d'aller vers nos intérêts, puis en tout cas, genre on en aurait loin à dire là-dessus, là, mais pour moi, il y a cette capacité justement, puis cette résonance-là, est-ce qu'elle est accessible dans le jeu quand on est en compétition, quand il faut qu'on soit contrôlé. C'est sûr, ils sont 19 enfants dans une classe. Là, ils n'ont pas le choix. Exactement, est-ce qu'ils se sentent nécessairement en sécurité, etc. Donc, c'est sûr que cette notion-là de résonance, est-ce qu'ils la perdent un peu dans certaines circonstances, bien malgré
la bonté, ouais, c'est pas la bonté astronomique des ouais. enseignantes qui font tellement un travail incroyable. Tu sais, c'est difficile. Ben, c'est plus grand que nous. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Des poupées russes, là. Tu sais, dans le fond, on le sait qu'il faudrait qu'il y ait plus de jeux. Ben là, est-ce que c'est à la classe d'en accorder plus? Mais la classe, elle peut pas dans ce système-là. Elle peut pas, tu sais. Donc, c'est comme de voir au-delà de juste le petit moment où on voudrait leur accorder plus de temps de jeu. Là, ouais. mais... Ben, même en tant qu'adulte, je le dis beaucoup dans mon livre, c'est pas une question... Moi, quand je parle d'amitié, je dis que l'amitié, en fait, confère tellement de privilèges que c'est politique. Ouais. Le fait de se sentir seul ou non, ou d'être isolé, ça va être le facteur le plus déterminant sur la longévité et la santé, encore plus que les habitudes de vie ou que le statut socio-économique. C'est incroyable. Donc, la solitude, c'est vraiment un facteur important. Donc, c'est sûr qu'avec tous les avantages, j'ai un chapitre complet juste sur les privilèges en amitié, là, au niveau de la santé, de la guérison de cancer, les gens qui se sentent seuls ou pas, au niveau du système immunitaire, comment ça agit un peu comme un vaccin. Donc, il y a vraiment plusieurs études qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que ça confère autant de privilèges, mais ça devient politique parce qu'on n'a pas tous accès de façon égale à ce privilège-là. Ouais. Mais comme on aurait tous avantage à pouvoir accorder du temps à nos amitiés, étant donné le nombre de bienfaits que tu viens de nommer là. Donc, il faudrait que quelqu'un s'en mêle pour pouvoir accorder le plus de chances. Donc, quand on dit que c'est plus grand que nous, ben, c'est pas une question de ce que l'État doit nous donner des amis. C'est non, il faut qu'on puisse mener une vie où on peut les créer, l'entretenir, qu'on ait les outils, les ressources. Outils, je parle de communication non violente, de justement cette curiosité-là qu'on va, et l'empathie, c'est des valeurs, des qualités qu'on va essayer de renforcer, qu'on va valoriser beaucoup plus que d'autres. Tu sais, ça, très rapidement, quand même. Tu sais, même dans les cours au cégep de philosophie, tu sais, on s'en rend pas compte, mais la philosophie qu'on nous enseigne au cégep, la vision de l'homme, avec un H, là, tu sais, de l'être humain, c'est quoi? C'est des personnes très en contrôle. Pourtant, il y a plein d'autres théories philosophiques qu'on pourrait aussi aborder. Donc, ces notions-là qui nous sont enseignées, c'est ça que je veux dire par outils. Est-ce qu'on est capable de communiquer? Puis évidemment, là, il y a un fossé qui se creuse aussi selon comment on a été socialisé, selon notre genre. Puis les ressources, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a l'énergie? Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a ci? Donc ça, très tôt, ça s'installe, cette notion de privilège-là, pour raisonner, pour entrer en relation. Tout à fait. J'ai envie de te ramener sur la vulnérabilité. On le sentait tantôt à quel point c'était important pour toi. Puis c'est vraiment quelque chose que... Je sais pas nécessairement comment le décrire ou comment le nommer, mais je sais que ça m'habite à quel point je suis profondément convaincue que pour tisser un lien humain véritable, il faut avoir accès à notre vulnérabilité. Puis c'est dans la vulnérabilité, le contact avec la vulnérabilité de l'autre qu'on arrive à tisser ces liens-là puis à aller tisser quelque chose de précieux, tu sais. Puis quand on parle de l'attachement, il y a 6 racines à l'attachement. La 6e racine, c'est l'intimité psychologique, d'aller parler de ses émotions, d'être capable de les comprendre, de les partager, de les recevoir. Bien, je veux dire, c'est tout à fait lié à la vulnérabilité aussi. Oui, mais c'est le fun que tu parles d'attachement. C'est tellement essentiel. Si je parlais de traumatisme historique tout à l'heure, qui peuvent affecter justement les liens d'attachement, mais il y a une psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle Platonique, qui dans le fond explore l'amitié sous la lunette de la science de l'attachement. Puis elle mentionne que la chose en commun que tous les super amis qu'elle appelle ont, donc les personnes qui sont vraiment là pour les autres, sont capables de se laisser aider, qui sont vraiment des bons amis, là, en fait, là, c'est un attachement sécurisant. OK. Donc, qui venait à la base avec un attachement sécurisant? Ouais, les personnes qui ont un attachement sécurisant vont être des meilleurs amis parce qu'ils vont être plus là pour les autres, vont aussi être capables d'accepter plus l'aide. Il y a un psychologue à la radio de Radio-Canada, j'oublie, mais je le cite dans mon livre, là, qui mentionne que même ça peut être une espèce de... Quand on reçoit un attachement assez sécurisant à l'enfance, qu'on bâtisse une espèce de réserve d'amour dans laquelle on peut puiser à certains moments qui vont nous permettre de garder une espèce d'estime dans nos relations puis de pas devenir trop insécure. Donc, ça a vraiment des bienfaits tout au long de notre vie. Donc, mais oui, puis évidemment, selon moi, si on a un attachement sécurisant, on a plus accès à notre vulnérabilité facilement parce qu'on a moins peur du contact avec les autres. C'est ça aussi, selon moi, quand on a un attachement soit anxieux ou évitant, là, on a quand même... Il y a une crainte du contact avec l'autre. Puis c'est normal parce que quand on entre en état de vulnérabilité, là, même pour quelqu'un qui a un attachement sécurisant, on ouvre quand même la porte à se laisser faire mal. Oui. On n'est plus en contrôle.
Puis ça fait très, très peur, tu sais. Puis oser faire ça. Puis même à faire mal. Parce que des fois, ça se peut que nous, on soit maladroits ou qu'on n'ait pas la même... Je pense que tu parles de définition de l'amour aussi, à un moment donné. Il y a pas, on a plusieurs façons de l'exprimer, de le montrer, de répondre à ça. Tu sais, cette danse relationnelle-là qui est liée à l'attachement de... il y a des fois, c'est moi qui va prendre le lead, puis il y a des fois, c'est toi, tu sais, pour pas tomber en fatigue d'amitié aussi. Là. C'est un autre concept la fatigue émotionnelle. Oui, ça, c'est un des concepts. Dans le fond, je rencontre Elisabeth Camiran pour tout mon livre, qui est une psychologue qui se spécialise en amitié, qui m'a mentionné que la fatigue émotionnelle, c'est la chose qu'elle voit le plus dans son bureau. Là. Justement, là, des amis qui vont plus savoir un peu comment porter des fois la détresse ou la relation avec une personne qui souffre beaucoup, tu sais, d'être un peu l'espèce de ressource principale. Donc, ça gruge beaucoup de jus et d'énergie. Donc, ça, elle le voit vraiment, vraiment beaucoup. Cette réciprocité-là, étonnamment, n'est pas présente dans beaucoup d'amitiés. Donc, il y a vraiment un grand manque. C'est une des choses, une des statistiques que les gens me parlent le plus. Et je parle qu'une amitié sur 2, en général, selon une récente étude aux États-Unis, n'était pas réciproque. Moi, ça, je veux dire, il n'y a pas de réciprocité dans une amitié. Donc, cette danse-là est essentielle pour éviter la fatigue de compassion. Fatigue émotionnelle, c'est fatigue de compassion, je pense. Je pense que c'est ça. Donc voilà, mais il y a vraiment un manque. Puis est-ce que c'est tout le temps volontaire? Pas nécessairement. Non. Je pense que pour être vraiment habile dans cette danse relationnelle-là, justement, tu parlais de l'attachement sécurisant, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir... Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on tente d'enseigner à nos enfants, mais qu'on n'a pas à enseigner, qu'on a à leur faire ressentir. Le fait, tu sais, l'empathie. Des fois, on parle de, tu sais, juste simplement du respect. Comment on peut espérer, en étant irrespectueux ou brusque avec nos enfants, qu'ils soient ensuite, eux, respectueux. Ils vont transmettre ce qu'ils ont reçu, en fait. T'sais. Donc, en étant plus respectueux, ils seront plus respectueux. En ayant été la figure d'attachement fort, en ayant été là inconditionnellement, malgré les erreurs, malgré les difficultés, ils savent ce que ça apporte. Ils savent jusqu'au fond d'eux-mêmes comment ça fait du bien de recevoir ça. Ils vont être en mesure ensuite de l'offrir, tu sais. Fait que cette danse relationnelle-là, parce que je pense qu'on je peux juste l'expliquer, tu sais, ça veut dire que des fois, je suis le lead dans la relation, puis parfois, c'est toi, parce que j'arrive à lire tes besoins. On a tellement créé cette intimité-là, psychologique, émotionnelle, que quand... tu m'appelles un vendredi puis que je le sens dans ta voix que tu files moyen, j'arrive. Notre soirée était déjà prévue, mais là, finalement, je vais peut-être faire un arrêt à sac, aller chercher ta bouteille de vin préférée, je vais aller chercher une coupe de bonbons, je sais pas ce que t'aimes, tu sais, juste pour aller, tu sais, puis sans que t'aies rien demandé. C'est ça, aller au-delà du besoin de l'autre, puis que quand j'arrive, tu fais comme « Oh! » Je peux me déposer, je me sens vue, j'ai rien dit encore, mais je me sens vue, tu sais. Fait que ça soit un échange. La fois d'après, quand c'est moi, là, tu le fais sans que j'aille demander. Cette danse relationnelle-là est hyper rassurante, nourrissante. Elle apporte le repos émotionnel dont on a besoin en tant qu'adulte, mais pour ça, il faut l'avoir reçu en tant qu'enfant, tu sais, pour être en mesure de le redonner. Puis, c'est parce qu'aussi, en tant qu'adulte, faut que pour faire ça, il faut que nos besoins à nous soient quand même remplis. Puis, pour remplir nos besoins, il faut être en mesure de les identifier et de les communiquer. Puis ça, pour moi, c'est des choses qui se passent dans l'enfance. Exact. Qu'on met pas... Il y a un vocabulaire à maîtriser quand même, une précision, une richesse dans le vocabulaire que certaines... Là, on le voit beaucoup justement entre hommes et femmes, que les femmes ont plus accès à ce vocabulaire-là parce qu'elles ont été socialisées pour aborder plus leurs émotions, les communiquer. L'accès à la vulnérabilité est plus difficile chez les hommes. Mais pas juste l'accès, parce que même si on veut y avoir accès pour la nommer... Faut la connaître. Faut qu'on la connaisse. Tu sais, comment, mettons, je parle de communication non violente, par exemple. Mais comment communiquer quand même de façon non violente si on n'est même pas capable de communiquer nos besoins parce que je le sais pas c'est quoi. Je suis pas capable de les nommer. J'ai pas ce vocabulaire-là. Le champ lexical est comme drap. J'en ai aucune idée, tu sais. Fait que c'est drôle, cette espèce de... Quand je parle de vulnérabilité, il y a vraiment un aspect qui est très intangible. Ça se construit par des choses autour. Mais il y a aussi des choses plus, je vais dire pratiques, mais tu sais, justement, il faut être capable d'aller nommer ces choses-là, d'avoir la précision dans le langage. Il y a vraiment un vocabulaire de l'émotion qui n'est pas présent pour tout le monde, tu sais, parce qu'ils n'ont pas été exposés à ça. Parce que même quand on étudie la science des émotions, pour arriver à le nommer,
faut que tu l'aies ressenti. Puis pour l'avoir ressenti, faut que tu l'aies exprimé. T'sais, fait qu'on revient vraiment à la base, là. Ouais. 2 bébés qui pleurent, on va les laisser... Bon, on va pas les laisser pleurer, mais je veux dire, on accepte qu'ils pleurent, c'est normal, ils n'ont pas d'autres mots, ils n'ont pas d'autre façon de l'exprimer. Puis là, en grandissant un peu, ben ça se peut qu'une petite fille, on trouve ça plus normal, puis un petit garçon, on stoppe plus. On le voit encore. Alors, on pleure pas pour ça. Mais là, on est déjà en train d'arrêter l'expression de l'émotion. Comment on peut aller souhaiter de nommer, puis de reconnaître, puis de l'exprimer complètement si on stoppe tout de suite là, tu sais. On vient dans le contrôle. Ouais. Hein? L'espèce de man up, là, qui est un peu vraiment contrôle-toi, maîtrise-toi. Quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment, pour moi, c'est le contraire complètement de la vulnérabilité, mais c'est ça, tu sais. On est dans le contrôle, on n'a pas accès à ça. Justement, on fait juste refouler, on n'y a pas accès. Ah ouais. Puis, vas-y. Là, je vais devoir tousser. OK. Bon. Une petite gorgée d'eau, ça va faire du bien. Ben, parce que, justement, cette socialisation genrée-là, tu as un chapitre complet sur l'amitié au masculin. Oui. Tu penses que ça part de là? Il y a vraiment... Ben, définitivement. En tout cas, tu sais, pour mettre en contexte, en fait, les hommes en amitié... en fait, les hommes hétérosexuels vont vivre... C'est les personnes qui vont vivre le plus de solitude dans la société. Okay. Donc, c'est vraiment associé à une grande détresse psychologique. Souvent, les hommes, quand ils vont être en couple, justement, hétérosexuel avec une femme, quand que le couple va se terminer, la femme va comme agir un peu à titre de présidente des RH de leur vie. Un peu celle qui va le mettre en contact avec des amis. Elle va être leur amie, leur partenaire, leur amoureuse, mais aussi leur cheerleader, leur psychologue. Tu sais, je veux dire, comme vraiment, et c'est comme s'ils mettaient tous leurs œufs dans le panier de leur relation amoureuse. Donc, quand ça se brise, il y a une grande détresse psychologique. C'est associé à une hausse des taux de suicide. Parce que, juste chez les hommes, parce que justement, ils n'ont pas nécessairement d'amis. Ou leurs amitiés ne sont pas assez profondes, intimes. Puis ça, tu sais, on n'a pas... J'ai consulté énormément d'études. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est pas une question d'opinion, ce que tu viens de présenter. C'est vraiment associé à la masculinité toxique, qui est un peu la définition de ce que devrait être un homme, de ce qu'on attend d'un homme. Donc, puis ça se voit même dans la façon qu'ils ont d'être en relation, en amitié. On va parler beaucoup de côte à côte versus face à face. Donc, les femmes vont souvent socialiser plus face à face. On va se parler. Comment ça va? Quoi de neuf? Parle-moi de tout ça. Tu sais, on va avoir une conversation riche et profonde. Tandis que les hommes vont avoir tendance à davantage socialiser côte à côte. À faire une activité ensemble. Okay. Donc, au lieu de discuter, on va jouer à des jeux vidéo ensemble. On va aller comme courir ensemble. Tu sais, c'est ce genre de choses-là. C'est super important. Ça apporte une légèreté, selon moi, qui est essentielle. Tu sais. Mais justement, il manque de face-à-face. Il manque d'une profondeur dans leur relation, d'une richesse quand même. Puis, il y a même une étude qui a démontré que les hommes, ils ont questionné plusieurs hommes sur ce qu'ils recherchaient plus de leurs amitiés, puis c'était de l'affection physique. Il manque comme de se faire toucher, puis tout ça. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est pas là parce que la masculinité toxique, je sais que c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes, mais c'est juste pour expliquer que ce qu'on attend d'un homme, la définition d'un homme, l'espèce de boîte dans laquelle on essaie de les faire rentrer de force, les empêche d'accéder à ces choses-là parce que ça se donne pas de câlin, 2 hommes, parce qu'on a une homophobie internalisée ou whatever quoi, tu sais. Ça vient vraiment être dans le chemin de leur relation. Puis c'est la façon qu'on est socialisé à la base. Puis quand que je parle de socialisation non-genrée ou éducation non-genrée, là, qu'on va dire, moi, je suis plus dans la socialisation parce que ça se fait... on a des millénaires de conditionnement là, derrière la cravate. Là. Évidemment là, qu'il y a des choses qu'on... Même si on veut bien faire, c'est pas encore tout à fait ça parce que c'est bien malgré nous dans la société, il y a quelque chose qui est là. Fait que je parle pas juste de... Je suis pas en train de vous dire de plus utiliser de pronoms ou de juste des... C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut... laisser les possibles ouverts. Il faut qu'un enfant puisse être un enfant d'abord et avant tout, puis aller explorer vraiment tous les possibles selon ses intérêts, ce qu'il a envie d'être. T'sais. Naturellement, je disais naturellement, mais c'est pas naturel. C'est vraiment la socialisation fait en sorte que, puis encore là, c'est soutenu par la science puis des études. Les petites filles vont avoir tendance à être davantage dirigées vers le prendre soin, les langues, les arts, la peinture, le dessin, tandis que les garçons vont être dirigés davantage vers tout ce qui est moteur, les sciences, les mathématiques. Donc évidemment, c'est naturel. Puis ça, cette espèce de
de direction dans les intérêts qu'on leur présente plus. Tu sais, ça peut être dans les intérêts qu'on leur présente, tu sais, quand on suit pas leurs intérêts, mais ça va influencer jusqu'à leur métier plus tard. Donc, c'est pas banal, là, ça influence vraiment la personne au complet. Donc, évidemment que si, avec la petite fille, qu'on est plus dans le prendre soin, dans les arts, qu'on va miser sur la conversation, puis que le petit garçon, on est plus dans tout ce qui est moteur, le rationnel, les sciences et tout ça, bien, il y a quelque chose qui se construit pas. Puis en plus, les enfants, là, ils savent, il y a des attentes sociétales, ils voient autour d'eux, là. Exact. Parce Ils que ont même des des fois, modèles. on veut, là, mais il Ouais. y a comme pas de possibilité de montrer autour de nous, là, tu sais. Exactement, mais différents il y a modèles. quelque chose qu'ils ressentent et qu'ils le savent. Un petit garçon va le savoir, selon moi, de façon assez... Il va se dire comme, OK, à partir du moment qu'ils prennent conscience, parce que le genre aussi, ça se décide, tu sais, je veux dire, ça se décide pas à 2 ans, là. Non, non. Et ils sont conscients qu'il y a des différences biologiques, mais tu sais, le genre, évidemment, il faut le dire aussi, il faut comprendre ça, c'est un spectre, là. Oui. On n'est pas un ou l'autre, là. Il y a vraiment une fluidité qui peut se passer à travers ça. Puis, Juste les mettre en contact avec ça. Ouais, Puis que ça soit exactement. par les livres ou par juste des discussions, parce que Oui. justement, on n'est pas nécessairement exposé à un large spectre de, tu sais, d'images variées, ou, Ouais. tu sais, mais au moins d'aller dans les livres, d'aller, tu sais, leur exposer ces modèles-là de d'autres Ouais. façons, que ça Oui. soit dans les conversations, que ça fasse partie des thèmes juste abordés, tu sais, tout simplement. Ouais. Puis, est-ce qu'il faut l'aborder ou pas, le fait que, justement, l'image qu'on attend d'un homme, ben, c'est nuisible pour tout le monde, tu sais. Comment qu'on fait comprendre ça quand c'est très... C'est des réponses, évidemment, qu'on n'a pas, parce que, comme je disais, ça fait tellement longtemps qu'on est socialisé comme ça que c'est certain, mais ça affecte vraiment la capacité à communiquer puis à entrer en relation avec les autres, parce qu'évidemment qu'un homme, on va lui dire de refouler ses émotions, puis on va moins y apprendre à communiquer, là. Donc, Puis l'émotion est mouvement. Hein. L'émotion, ça vient nous habiter, puis ça nous pousse à bouger, à choisir, puis Mais peut-être justement qu'avec nos petits gars, on a tendance à faire, bon, ben là, tu le vois bien qu'il y a besoin de bouger, mais peut-être que s'il y avait besoin de juste se libérer de ses émotions, ça pouvait passer en parlant ou en dessinant ou en faisant autre chose. Tu sais, même si on voit des fois que l'émotion prend toute la place puis ça a l'air de déborder, mais la solution n'est pas nécessairement dans l'activité physique ou dans le, tu sais, dans le moteur. Là, non, tu sais. c'est ça. Pourquoi on va tout de suite diriger, justement, on va aller courir dehors, tandis qu'une petite fille, on va peut-être dire, on va aller faire du dessin. Ouais. Tu sais, justement. Pour là. évacuer. Ouais. Fait que pour moi, c'est vraiment ça. Quand j'en parle souvent, je dis juste, gardez les possibles ouverts puis suivez les intérêts. C'est aussi simple que ça quand on parle de socialisation non-genrée. C'est juste d'aller vraiment vers ça puis de pas mettre de différence dans la façon... Il y a vraiment... Il y a pas tant de différence dans un enfant, au-delà, tu sais, je veux dire, la biologie, l'organe reproducteur, là, je veux dire, en tant que tel, ça reste 2 êtres humains, là, puis il n'y a pas vraiment de différence. Puis je suis pas en train de nier ou d'invalider les différences biologiques, mais c'est parce qu'il y en a pas tant. Non, effectivement, au début. Il y a une... voyons, c'est une ouais... Je me rappelle plus de la source, mais je la cite, là. Je sais que j'avais entendu ça. C'était d'une chercheure à Radio-Canada qui présentait les résultats d'une recherche qui a démontré qu'elle notait plus de différences justement entre une personne du même sexe, des fois qu'entre 2 sexes différents. Ouais. Donc, vraiment, on met ça beaucoup sur le dos de la biologie, là, mais ça reste des enfants, là. Hein? Donc, puis c'est aussi d'être conscient de nos biais, je pense, de nous-mêmes, les choses qu'on a internalisées nous-mêmes, qu'on doit déconstruire. La parentalité, c'est toujours ça, hein? Ah oui, c'est de regarder en nous qu'est-ce qu'on peut déconstruire, puis le construire mieux à l'aide de nos enfants, là. Ben ça en fait partie, selon moi. Ils sont un miroir pour nous refléter tout ça, ou nous refléter toutes sortes d'occasions où, naturellement, on va sortir des affaires, puis là, on fait comme... Moi, ça m'est arrivé, c'est ça, en le disant, en le faisant. Ouais. Là, j'ai comme, oh, pas ça je veux transmettre, moi, là. Mais tu sais, c'est comme tellement là, tellement ancré, que t'en prends conscience au moment où ça arrive, là, tu sais. Ouais. Puis même un père, par exemple, qui est super présent, qui va venir vraiment déconstruire des choses, qui est là pour ses enfants, qui les accompagne dans ses émotions et tout ça, l'enfant va quand même le voir si le père ne vit pas ses propres émotions. Mm-hmm. Moi, je l'ai déjà entendu, là, mon papa, il pleure jamais. Puis pourtant, il est super présent, il est là, il accompagne avec bienveillance et tout ça, et empathie, mais justement, ce qu'on a ça en nous, c'est tellement... Il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là pour présenter comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on puisse le voir, c'est des choses qu'on le voit, qu'on peut pas juste enseigner. Tu as le droit de vivre tes émotions. Oui, comment tu peux les vivre? On doit pas juste le dire, il faut les modeler aussi. Oui.
Ouais, c'est drôle. Hier soir, je me suis vraiment cognée le pied. J'ai eu vraiment mal. Puis là, mon fils m'a demandé « As-tu pleuré, maman? » Tu sais, parce qu'il m'a vu comme je suis allée un peu à l'écart, j'avais comme pas besoin d'air. Ouais. Puis il m'a demandé si j'avais pleuré. Parce que je lui dis toujours que c'est correct de pleurer, que c'est important de pleurer, que les larmes ont un rôle, tu sais. Puis ça, en réflexe, ça a été de me demander. Puis j'ai dit non, j'avais pas pleuré. Fait que, tu sais, c'est comme une occasion que lui aurait fait « Hey, c'était valide, là. Hey, pourquoi c'est pas arrivé? » Pleurer, exactement. Mais au lieu de... Tu sais, je l'ai vu. Puis on a abordé tous les sujets. Je lui ai dit que moi, je pleurais beaucoup plus quand j'étais triste, quand j'étais émue, même souvent quand je ris. Tu sais, j'ai comme allé renommer. J'ai profité de cette occasion-là pour aller reparler des émotions ou de l'expression des émotions dans différentes circonstances. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, lui... ça aurait été un bon moment pour me voir pleurer, tu sais. Ça aurait validé que lui aussi, quand il se fait mal, il a le droit de pleurer, tu sais. Mais là, j'ai pas pleuré, Colin. Mais, tu sais, c'était quand même... Tu sais, j'ai quand même sauté sur l'occasion pour aller, au moins, aller accueillir ça chez lui. Puis, tu sais, il a fini par me dire, ben moi, maman, j'ai plus de misère à pleurer quand j'ai de la peine, mais quand je me fais mal, par exemple, tu sais, là, il l'a renommé. Fait que, tu sais, je trouve quand même que ça se peut que ça soit différent d'un enfant à l'autre, mais, tu sais, juste d'aller accueillir ces discussions-là, puis d'aller au fond des choses avec eux, puis justement, parce qu'il y a des choses qu'on veut transmettre, puis qu'on n'est pas nécessairement toujours le modèle parfait, mais que, tu sais, il faut prendre le temps de ça, là, tu sais, pour aller déconstruire certaines choses, là, tu sais. Exactement, oui. Ben, justement aussi, tu sais, tu nommes, justement, parce que je parle de réparation, de reprendre, puis tout ça, puis l'amitié est vraiment un lieu de réparation aussi, là. Oui. On a parlé du lien d'attachement, on a parlé de toutes sortes de choses en lien avec la relation, avec l'affirmation de soi, avec notre relation à nous, avec nos émotions. Mais ça se peut que tu arrives adulte puis que tu sois pas optimal dans tout ça, tu sais. Oui. Mais l'amitié est pas inaccessible en raison de ses faiblesses, vulnérabilité. Oui, exactement. Fragilité, exactement, j'aime mieux. Oui. Fragilité, là, tu sais. Mais, tu sais, la meilleure façon de devenir meilleur dans les relations, c'est d'être en relation. Ben, on se blesse dans les relations et on se répare exactement. Dans les relations. Mais souvent, les gens vont avoir le réflexe de les fuir. Oui, puis il y a comme un dicton... Puis j'en parle dans mon livre, je l'aime tellement pas. Ah, j'ai besoin d'être bien toute seule avant d'être avec d'autres personnes. J'ai besoin de m'aimer moi-même avant de laisser quelqu'un d'autre m'aimer. Non. Non. Non, parce que moi, je pense pas qu'on peut... D'abord, on peut pas s'aimer entièrement. Je pense que c'est le travail d'une vie d'être vraiment bien avec... Je veux dire, comme on va-tu vraiment attendre à la fin de notre vie pour laisser des gens entrer puis venir nous aimer. Puis deuxièmement, être en relation, ça nous aide à faire ça. Tu sais, on n'est pas fait pour vivre seul. Puis je suis pas en train de dévaloriser l'importance de l'indépendance puis de l'estime de soi. Puis il y a des choses, tu sais... Puis... Ben, il y a des moments pour être seul. Ça veut pas dire qu'on est toujours seul. Ouais, mais le fait d'être en relation va nous aider. On revient à l'attachement. Hein? Comment que la dépendance peut favoriser la dépendance. Mais c'est la même chose à l'âge adulte. Être en relation, ça veut pas dire d'être tout le temps avec quelqu'un, mais entretenir des relations riches, significatives, intimes et profondes, où on se sent considéré, vu, aimé, mais ça va nous aider à nous voir, nous considérer et nous aimer, puis nous sentir plus forts, puis ça va venir amener de la lumière dans nos moments de solitude. Puis là, je dis pas de la solitude choisie, là, puis nos moments d'indépendance, puis tout ça. Là. Donc, c'est super important d'oser être en relation quand même, puis de pas, je dirais pas mépriser, mais de pas s'empêcher ça, parce qu'on peut pas apprendre à coudre sans coudre, mais on peut pas non plus apprendre à être en relation sans être en relation. Pour moi, c'est essentiel. Puis, c'est pas naturel de toute façon d'évoluer chacun de son côté en parallèle en attendant que ce soit le bon moment de se rencontrer, tu sais. Je pense qu'il y a vraiment... tu sais, j'en parle, je dis comment peut-on être soi sans les autres? Ah oui, je dis peut-on être soi sans les autres? Puis je finis en disant peut-être que la vraie question, c'est comment que les autres nous permettent d'être soi, tu sais. Parce que ça nous apporte tellement, c'est des miroirs. Puis pas que c'est la job des autres de nous réparer ou de nous sauver, mais... c'est aidant.
C'est aidant de se faire aimer, c'est aidant de se faire... C'est en relation qu'on prend conscience de nos patterns, de nos triggers, des choses qu'on a travaillé par après. Donc, quand on est dans une relation sécuritaire, on est capable de réparer ça. Puis ça a été démontré, entre autres, ils ont beaucoup étudié les personnes de la communauté LGBTQ+, qui ont vécu des rejets de la part de leur famille. Puis ils ont étudié comment ils étaient en relation, en amitié. Ça a été démontré que ça a été des espaces super réparateurs au niveau de leur estime puis de leur attachement aussi. Donc ça peut être transposé à d'autres types de relations, là, que on peut... C'est pas... j'ai envie de dire fatalité, mais on évolue constamment, là. Absolument. La guérison est relationnelle, selon moi. Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, j'entends quand même beaucoup... C'est drôle parce que je l'ai abordé dans plein d'autres thèmes aussi, mais le rapport à l'erreur. Ah oui. Tu sais, d'accepter justement que... Puis encore là, je pourrais refaire un autre lien avec l'attachement, dans le sens où, tu sais, quand tu as reçu de l'amour inconditionnel, malgré que on n'est pas parfait, il n'y a personne de parfait. Mais tu sais, d'accepter ou de ne pas craindre qu'on va perdre la relation parce qu'on n'est pas parfait, mais ça peut donner la force de créer ce lien-là qui est donc important, tu sais. De tolérer l'erreur chez l'autre, puis d'accepter qu'on en fait nous aussi, là. Oui, mais l'erreur, c'est vraiment vu comme quelque chose à éviter, beaucoup plus qu'un outil d'apprentissage. Pourtant, c'est juste une étape. Oui, c'est une étape, outil d'apprentissage. C'était dans le documentaire de Pastel Flou. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. C'était voyons, c'était une neuropsychologue, je pense, oui. Qui expliquait que le cerveau fonctionnait comme une cible, justement. Céline, attends. Oui, c'est Céline, mais c'est... Ouais. Ah, ouais, je suis sûre. On va le savoir. C'est terrible. On va le dire, oui. Elle explique que le cerveau, c'était comme une cible, puis on lançait un dard, puis dans le fond, on lance à côté, puis l'erreur, c'est ce qui nous permet, c'est l'écart entre où est-ce qu'on a lancé, puis le milieu de la cible. C'était tellement un bon exemple. Moi, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est exactement comme ça, maintenant, je vais l'expliquer à mes enfants, c'est tellement simple, c'est tellement ça, c'est tellement abstrait, je le dis pourtant tout le temps, non, l'erreur, c'est un outil d'apprentissage, je dois t'en servir pour apprendre, c'est tellement abstrait. Mais c'est tellement ça. On voit qu'il y a quelque chose à éviter plutôt que comme quelque chose de nécessaire. Puis oui, il y a un parallèle à faire en relation parce qu'on peut pas être en relation avec quelqu'un sur qui on marche sur la pointe des pieds, de peur de faire des erreurs. C'est sûr qu'en amitié, c'est particulier parce que c'est une des seules relations où est-ce que la porte de sortie est très bien indiquée. La particularité principale d'une amitié, une amitié, ça n'a pas vraiment de code, contrairement à une relation de couple, en famille. On est en amitié par choix. On n'a aucune obligation d'être là. Il n'y a rien qui nous retient, tu sais. Fait qu'autant que ça fait sa force, ça fait sa fragilité en même temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est un peu plus difficile à naviguer peut-être pour ça. Ouais. Mais, ouais. Comme si là, les erreurs pouvaient avoir de plus graves conséquences. Comme si je fais un faux pas, mais là, il n'y a rien qui l'empêche de partir, contrairement à une relation amoureuse dans laquelle on est engagé ou, tu sais, comme plus... Mais oui, c'est ça, exactement. Puis c'est drôle parce que j'entends beaucoup aussi on a beaucoup d'amis, comme si c'était, tu sais, j'en parle quand je parle des deuils. Comme si en relation amoureuse, c'est principalement la monogamie là, qui est mise de l'avant. Les personnes sont principalement en relation monogame. Donc, quand on perd notre partenaire amoureux ou amoureuse, on perd une personne qui nécessite là, tandis que quand on perd un ou une amie, c'est comme si on en avait d'autres. C'était moins grave. Facilement remplaçable. Ouais, et pourtant, tu sais, non, justement, c'est une relation à part entière qui a de l'importance. Donc, justement, de se dire qu'on va faire ce travail-là ensemble. Tu sais, moi, en fait, je revendique beaucoup ça dans mon livre. Arrêtons d'hiérarchiser les relations, puis voyons l'amitié comme l'amour durable et très puissant qu'il peut être, tu sais. Puis de percevoir ça comme une relation de couple un peu, se parler entre nous, puis faire ce travail-là émotionnel pour avancer. Est-ce qu'on a les mêmes attentes dans notre relation? Puis avoir ces conversations difficiles-là qu'on a. On l'a en couple peut-être parce qu'on est plus souvent que cette personne-là. Souvent, on va habiter avec elle. On n'a comme pas le choix. Là. Si on veut avancer, à un moment donné, il faut crever la piscine pour s'en parler. En amitié, on dirait qu'on peut comme étirer, mais c'est important justement d'avoir ces conversations difficiles-là, puis de savoir que ça va être bien reçu. Mais, puis là, on revient encore aux outils de communication. Ouais. Ça a été démontré que la majorité des gens vont éviter ça parce qu'ils ou elles manquent de ressources, d'outils, ne savent pas comment communiquer ces choses-là. Ils ne savent pas comment aller exprimer leur inconfort. C'est ça. Fait que souvent, même en relation de couple, on va comme se chicaner, puis ça va... Tout est dans la réparation, puis on dirait que dans le couple, c'est comme plus facile. On est constamment avec cette personne quand on habite. L'amitié, c'est différent. Il y a comme peut-être pas de place à la réparation. On n'est pas dans notre face tout le temps, on va chicaner, on va aller chacun de notre bord.
quand est-ce qu'on répare, quand est-ce ouais. qu'on voit qu'on est capable de s'excuser d'une erreur, de réparer une erreur, justement, de l'utiliser comme outil pour avancer. Est-ce qu'on est capable de communiquer? Est-ce qu'on a cette crainte-là, justement? Donc, ouais, c'est super. C'est des choses qui sont complexes à naviguer, mais qui partent toutes du fait qu'on hiérarchise les relations. Parce que je pense que si jamais on voyait nos amitiés au même titre, on aurait tendance à mettre autant d'efforts puis de jus de cœur dans ces relations-là que dans, Ouais, que absolument, dans n'importe lesquelles. Puis tu sais, spontanément, on reçoit ton livre, on t'entend en parler, puis on va avoir tendance à se dire, hey, là, dans une société où on a tant de problèmes en général, il y a tellement d'affaires sur lesquelles il faut qu'on mette de l'énergie, pourquoi tu avais envie de parler de l'amitié? C'est comme si c'était un sujet qui est pas, relégué un peu plus au, un plan loin, là, c'est pas une priorité. Probablement, pourquoi? Parce que c'est pas productif, parce que, tu sais, toi, t'as eu envie de parler de ça parce que c'est fondamental, mais... Oui, mais ça m'habitait beaucoup parce que je vivais une insatisfaction au niveau de mes amitiés. Puis quand je dis insatisfaction, c'est pas que j'avais pas d'amis à aimer ou que j'aimais, c'est justement que j'avais pas la relation que je voulais avoir avec elle. Je dis elle parce que c'est des elle. On se voyait pas assez, on n'avait pas assez de temps, d'opportunités pour approfondir nos liens. Puis c'est quelque chose qui est très généralisé. À l'âge adulte, comme si on devait être résigné. C'est même dans les études, on étudie beaucoup l'amitié à l'enfance et à l'adolescence. Puis après ça, on arrête parce qu'on prend pour acquis que le transfert affectif va automatiquement se déplacer vers un ou une partenaire amoureux, amoureuse, tu sais. Fait que c'est comme si à ce moment-là, les amitiés sortaient de notre vie, comme si notre but ultime, c'était de rechercher une personne avec qui avoir une relation amoureuse. Puis que là, justement, on va commencer à étudier ces liens-là à la place quand l'amitié est là. Puis même, moi, ça m'a... Dans tu sais, l'émission Friends, pour ceux qui la connaissent. Oui. Vous la connaissez, vous l'avez peut-être pas écoutée, mais dans le documentaire de Friends, tu sais, il parle du fait comment Friends, c'est l'époque où est-ce que, tu sais, tes amis, c'est toute ta vie. Comme si... Puis l'émission Friends, ça finit... Divulgateur, désolé. Ça finit que chacun va comme vivre avec sa famille, ils s'achètent des maisons, vont vivre avec leurs enfants, puis le groupe se sépare finalement. Là. C'est comme si l'époque à laquelle c'était correct de vivre d'exister avec nos amis, ça se finissait à un moment donné. Il y avait une fin. Et puis, tu sais, fait que c'est comme vraiment ça, on est comme résigné, puis moi, j'étais vraiment en résistance contre ça. J'étais comme, non, ça se peut pas. Puis justement, je me suis dit, hey, on est déjà dans une société qui nous isole, qui nous pousse, qui valorise la consommation, la performance, la productivité. J'ai souvent l'impression que, en plus de vivre ma vie de mère, de professionnelle, d'amoureuse, il faudrait que j'aille un projet. Tu sais, quelque chose en plus on the side. Puis je suis comme, ben moi, si mon projet, ça va être d'exister avec les autres, puis d'entretenir mes relations. Puis ça, quand tu sais, mon sous-titre, c'est « Osons révolutionner nos amitiés », j'y crois beaucoup. Ça, là, c'est de dire comme, non, moi, je vais être avec des gens, je vais partager mes choses, partager ma vie, puis je vais faire quelque chose, tu sais, je vais produire de l'amour plutôt que produire des biens de consommation, tu sais. Il y a cette espèce d'affaire-là qui, pour moi, est super... punk qui est révolutionnaire, puis j'y crois beaucoup, puis je l'extrapole après ça au niveau politique, de se rassembler, de vivre ensemble. Quand je parle de maternité, évidemment qu'on passe par la maternité, mais qu'on a besoin d'un village, qu'on est fait pour habiter ensemble, autant de l'enfant que la mère, etc. Bon, ben, j'y crois beaucoup, nous, comme outil de résistance puis de révolution, parce que les instances politiques gagnent beaucoup du fait qu'on est isolé. Absolument. Ça a été démontré, là, plus qu'on vit de solitude dans les États, il y a plus de solitude. OK, un exemple super parlant et éloquent, là, ils ont demandé à plusieurs personnes aux États-Unis leur niveau de solitude. Puis la très, très grande majorité des personnes qui mentionnaient d'avoir personne vers qui se tourner ou personne comme dans leur vie à qui se confier s'il arrivait quelque chose, c'était des personnes qui étaient partisanes de Donald Trump. Donc, il y a vraiment un lien qui est fait dans plusieurs ouvrages entre le niveau de solitude et les pensées plus de droite au niveau de l'intolérance, le manque d'ouverture. Puis, je veux dire, le livre aussi Together de Vivek Murthy, qui était le directeur de santé publique sous Obama, qui a fait le tour du monde pour parler de solitude avec sa femme. Okay. Qui, selon lui, la solitude, le fait de se sentir seul, c'est à l'origine de tout. Des guerres, de la crise des opioïdes, de la crise en santé, la hausse taux de criminalité. Aussi, ça va venir affecter la démocratie, parce que quand on est tout seul, être en communauté, ça donne un sentiment de puissance, d'action. Ouais, fait qu'on va être plus impliqué dans notre communauté. Fait que ça va affecter la démocratie. Bref, les liens sont multiples là, pour dire qu'on est fait pour vivre ensemble, mais que tout est fait pour que ça soit compliqué parce qu'il y a des personnes qui en bénéficient. C'est fou.
Fait que, ouais, là, on est allé le plus loin, là. Non, mais c'est correct, Ouais. c'est ça. Je voulais savoir comment, tu sais, justement, dans Ouais. cette société-là où ça semble être un sujet comme banal, ben non, toi, Ah, t'as non, envie de ça lui l'est laisser pas. une place Oui, mais importante, puis qu'on continue de lui donner encore plus de place. oui. Là, tu sais. Puis aussi parce qu'on le voit de plus en plus, je pense qu'il y a une espèce d'éclatement des modèles traditionnels. Tu sais. Il y a beaucoup de gens qui sont pas en couple, qui veulent pas de l'aide, qui veulent pas nécessairement d'enfants. Ça veut pas dire que ces personnes-là sont seules. Non. Qui sont ces personnes-là? Pourquoi on n'encourage pas justement? Ouais. C'est ces modèles relationnels-là, cette façon d'exister ensemble. On peut avoir des projets de vie avec les amis, même quand on est en couple. Tu sais, on peut avoir des projets de vie avec nos amis. Ils vont être aussi importants sur le même pied d'égalité. C'est important de valoriser ces relations-là au lieu de les hiérarchiser. Ça va nous apporter beaucoup dans notre relation de couple, mais au niveau personnel puis au niveau de la société, tu sais, aussi. Donc, ouais, je trouvais que c'est des relations qui étaient souvent relayées. Puis on n'abordait pas ça avec le sérieux que ça méritait. Moi, je dis que c'est une catastrophe non naturelle parce que pour moi, il n'y a rien de naturel à ne pas vivre en espèce de village avec nos amis, justement. Là. Wow. Puis surtout que ça se perd. Tu sais, dans l'enfance puis à l'adolescence, surtout, c'est tellement toute notre vie, nos amis. Où c'est qu'on perd ça, cette espèce de... Qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est vraiment des codes culturels qui vont nous dire que tes amis doivent être au second plan parce que ton but dans la vie, c'est de... travailler beaucoup puis avoir une famille. C'est ça. Ouais. Puis même la famille, je l'explore dans le livre, on est dessus. Il y a quelque chose de particulier de se dire... Moi, je suis amie avec quelqu'un depuis 15 ans. On a un attachement sécurisant ensemble. Je me sens bien avec cette personne-là. On partage des valeurs communes, une culture commune. C'est solide, notre relation. Mais je vais aller faire des enfants avec une personne que je connais depuis 6 mois parce que là, mon horloge biologique sonne. Au jeu de la chaise musicale des relations, je date depuis déjà 5-6 ans, ça marche pas. Il y a quelque chose, tu sais, souvent... moi, je dis souvent, on va comme s'asseoir sur la... Il y a des personnes qui vont comme s'asseoir sur la chaise la plus proche quand ils vont sentir que c'est le temps, tu sais. Puis pourtant, ces modèles-là... En Europe, beaucoup, ils commencent à en parler aussi. Là. C'est vraiment des choses, faire famille autrement, en amitié, créer des familles justement avec ces personnes-là qui sont nos amis, voir la parentalité autrement. C'est des sujets qui commencent à émerger beaucoup parce que le modèle actuel ne marche pas pour tout le monde. Pas. Exactement. Donc, puis, tu sais, qui en bénéficierait aussi? Tu sais, est-ce qu'il y aurait moins de familles brisées? Est-ce qu'il y aurait moins des modèles sains de communication? C'est une relation qui est peut-être plus forte. Il y a quelque chose de moins d'enjeu aussi. En tout cas, fait que c'est super intéressant de commencer à aborder tout sous un prisme de l'amitié, justement. Là. Donc, c'est ça que j'avais envie de faire pour remettre ça au cœur de notre vie, mais toujours en gardant en tête qu'il y a une espèce de lien, de communion qui nous manque. T'sais. Ah oui. Ben, tu l'as magnifiquement fait, vraiment. Vraiment. Ben, ça nous a fait vraiment beaucoup réfléchir. J'ai l'impression que les gens vont beaucoup réfléchir sur leurs amitiés, peut-être porter un regard différent aussi sur les différents liens qu'ils ont tissés. Je pense que j'ai envie de comme finaliser ça avec les types d'amitié. Tu sais, nécessairement, quand les gens vont s'arrêter pour peut-être faire un constat de ce qui les entoure, ça se peut que ça sera pas tout pareil, puis ça se peut qu'il y ait des amitiés avec lesquelles il y a plus d'importance, plus de temps, ou y a-tu des types d'amitiés comme tu les présentais? T'en parles un peu? Oui, mais d'abord aussi, il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'être en amitié de façon entière avec quelqu'un. Moi, j'étais beaucoup comme ça, c'était tout ou rien, là, tu sais, mais il peut y avoir différentes personnes dans notre vie qui répondent à certains besoins, puis c'est correct aussi qu'on ne soit pas tout le temps en profonde intimité avec une personne. Tu sais, des amitiés côte à côte, là, c'est vraiment valide, puis c'est nécessaire. Mais aussi, en amitié, il va y avoir des amitiés étoiles filantes, que j'appelle, là. Des personnes qui sont dans notre vie, qui vont venir nous apporter quelque chose, puis qui vont partir, puis que c'est correct. Ils sont faites pour ça. Il y a une sociologue qui appelle ça les amitiés de camp. Tu sais, quand tu vas dans un camp de vacances pendant l'été, tu vis de quoi avec des personnes, puis là, tout d'un coup, tu reviens à la vie normale. Tu peux pas essayer de recréer ce que tu avais là, parce que c'est pas le même contexte. Ouais. Tu sais, essayer de tirer plus de jus de quelque chose qui est déjà pressé, ça va juste comme finir finalement un peu plus mal que si on avait juste accepté des fois que c'est le genre de rencontres qui ont une fin et que c'est correct. Mais sinon, on peut avoir des amitiés en dormance. Fait que ça, c'est des personnes qui vont être dans certaines saisons de notre vie, puis le lien, il est juste pas activé, mais il est encore là. Ça, on en a beaucoup d'amitiés en dormance. Dans les études, quand on demande aux personnes de nous parler de leurs amis, il y a beaucoup de personnes qui vont comme parler d'une personne avec beaucoup d'affection puis d'amour. « Ouais, mon ami! » Puis on se rend compte finalement qu'ils n'ont pas parlé à cette personne-là depuis comme 2 ans. Mais tu sais, le lien est encore super intact. Fait que quand on va réveiller cette amitié-là,
ben elle va être comme si elle n'avait jamais... Ça fait 1 an qu'on s'est pas vu, mais c'est tellement précieux, tellement là, profond, que je te vois le lendemain, puis le 1 an n'a jamais paru. Exactement. Là, mais ce qui aide beaucoup aussi, qui n'était pas le cas avant, c'est les réseaux sociaux. Parce que maintenant, ça va venir permettre d'activer une amitié. Elle sera plus en dormant si longtemps, tu sais. Puis les réseaux sociaux, c'est super précieux pour ça aussi. On a quand même accès à l'intimité, au quotidien d'une personne. Donc, on sait un petit peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Fait que justement, quand on voit une personne après un long moment, on sait un peu qu'est-ce qui s'est passé. On a encore des points d'intérêt. C'est comme une genre de... Il y a un rapport qui s'appelle le rapport Kitestring, qui a été fait par une entreprise australienne. C'est un rapport qui est plus de type comme marketing, mais les conclusions étaient quand même intéressantes. On peut comme vraiment les extrapoler. Puis, entre autres, il présentait nos amitiés comme une constellation. L'amitié, c'est pas comme... je suis là, puis tu es là, puis quelque chose qui nous relie entre nous, c'est on est une constellation. On est reliés par une panoplie de valeurs puis d'intérêts. Puis au fur et à mesure que le temps avance, si on n'entretient pas ça, on se parle moins, on prend moins nos nouvelles, on se voit moins, on perd des étoiles dans notre constellation jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça meurt. Fait qu'il faut essayer de venir vraiment activer ces intérêts puis ces valeurs-là dans nos amitiés. Puis ça, c'est possible même quand une amitié est en dormance maintenant grâce aux réseaux sociaux. Puis il y a aussi évidemment plein de modèles, les meilleurs amis qui sont des modèles particuliers d'une espèce d'exclusivité qu'on voit comme pas nécessairement. D'habitude, l'amitié c'est vraiment au même niveau. Donc il y a plusieurs types d'amitié, puis c'est d'essayer d'embrasser un petit peu tout ce que ça peut nous amener dans notre vie. Tu sais, on n'a pas trop d'amis. On a tendance à dire ça comme moi avant de me faire d'autres amis, je vais m'occuper de ceux que j'ai déjà, ceux et celles que j'ai déjà. Non. Tu peux vraiment avoir plein d'amis. Il y a un homme Dunbar qui existe qui disait qu'avant les réseaux sociaux, le nombre Dunbar, on ne pouvait pas entretenir plus que 150 relations dans notre vie en général, mais avec les réseaux sociaux, là, ça a vraiment explosé. Puis évidemment, ça a une charge. Chaque relation que tu entretiens, c'est une charge mentale, émotive de plus, évidemment. Mais moi, je dis juste de rester ouvert aux personnes. Puis on peut avoir des belles surprises. Puis c'est quand on parlait, on revient à la résonance. Moi, ça m'a beaucoup amené ça, de rester ouverte, puis d'être vulnérable. Tu sais, de dire comme, d'oser rencontrer les gens, puis de dire que j'avais envie d'être amie avec eux. Puis ça m'a jamais mal servi d'être vulnérable, puis d'essayer, puis d'oser, au lieu d'être fermé, puis de se dire j'ai besoin de personne dans ma vie. Non, on a besoin des autres dans notre vie, puis on peut avoir des belles surprises à rester ouvert, même ça va pas devenir notre meilleure amie. C'est une personne qui va nous offrir un capital social qui est important. C'est une façon plus utilitaire de voir l'amitié. Ça va nous offrir certains privilèges. La connaissance telle mon amie, elle m'a référé un contracteur fiable, ou tu sais, c'est ça le capital social qu'on va venir mobiliser, mais ça va aussi nous amener beaucoup de choses au niveau humain, d'être en contact avec un réseau différent, sortir de notre bulle et tout ça. Donc, restons ouverts et vulnérables. Vraiment. Ah, mais wow. C'est tellement un beau sujet. Je suis vraiment contente que tu y sois allée à fond comme ça. Puis c'est ça. On dirait que j'ai le goût de rapper ça avec les liens qu'on fait avec l'enfance. Comment justement là, il faut qu'on s'arrête pour prendre le temps pour revaloriser nos émotions. Nos émotions. Oui, mais nos amitiés, hein, c'est ça qu'on veut ici. Revaloriser nos amitiés. Puis pour y arriver, on a parlé vraiment beaucoup du lien d'attachement, du temps pour le jeu, pour nos enfants, mais pour nous en tant qu'adultes aussi, de rester dans cette posture-là de jeu nous aide à prendre cette posture de résonance-là, puis d'ouverture-là, à créer des beaux liens, puis à aller justement nourrir des amitiés, puis qu'on a de la place. Tu me disais, l'amour est infini. Oui, c'est un peu ça. Puis l'enfant est comme ça. L'enfant va jamais dire « j'ai trop d'amis ». Non. L'enfant, il est tout le temps à la recherche de plus d'amis. Il y a vraiment une posture justement d'accueil puis d'ouverture envers l'autre qui est tellement instinctive. Donc c'est vraiment inspirons-nous d'eux. Oui. Puis c'est comme ça que tu finis ton livre, de l'appel à l'amour, c'est un cri du cœur de l'amour, de laisser plus de place à l'amour puis de prendre le temps. Fait que c'est vraiment un beau message. Fait que je le redis, je le conseille vraiment. Je l'ai offert, je l'ai lu, je l'ai refeuilleté, je l'ai annoté, puis je le conseille à tout le monde, vraiment. C'est un message important. Merci d'avoir pris le temps de venir placoter encore plus avec moi, en plus. Non, c'est tellement plaisir.